J'ai monté il y a une bonne douzaine d'années PNY, qui est une chaîne de restaurants dont l'humble mission est d'essayer de servir les meilleurs burgers de la planète. Mission accomplished ou pas encore? C'est une quête sans fin. Combien de CA la première année? La stratégie de la province, elle est arrivée au bout du combienième restaurant? C'est pas cher, franchement, 20 balles pour un burger. C'était quoi que tu voulais faire dans ta vie? Comment t'as fait pour t'identifier à ces gens-là? Tu jouais pas ta vie, en gros? T'as vécu du racisme dans ta vie? Clairement, pourquoi t'es pas allé chercher ton petit salaire en sortie d'école à 60K minimum? Je pense que... Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, grand plaisir, je reçois la fondatrice d'une chaîne de 14 restaurants. Comment ça va, Graphie? Ouais, écoute, ça va très bien, très contente de passer ce petit moment avec toi. Ce grand moment, quel petit moment. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il est de bon matin, tu as ton café? Oui. Car apparemment, on est deux drogués au café. Non, c'est pas ça, c'est que je me suis couchée très tard cette nuit. Et que le lait au tarot... Ça réveille pas. Car elle a la chance de soudoyer ses enfants pour qu'ils lui préparent le petit-déj. Bon, Graphie, comment ça va? Qu'est-ce que tu as créé comme société? Alors, j'ai monté il y a une bonne douzaine d'années PNY, qui est une chaîne de restaurants dont l'humble mission est d'essayer de servir les meilleurs burgers de la planète. Au début, Mission accomplished ou pas encore? C'est une quête sans fin. Ouais. C'est une quête sans fin. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit, bah, il y a le coup d'après, quoi. C'est l'art de devoir se réinventer à chaque fois? Oui. Et c'est fou à quel point tu peux toujours faire mieux. Ouais. Tu peux toujours faire mieux, et ce qui fait que c'est presque devenu de la chimie. Je vois c'était dans ton petit labo, tu concoctes. Bon, en plus, Ouais. on en parlait en off. Tu vas tester une nouvelle recette là tout à l'heure, c'est ça? Tout à fait. Bon, on reprend les bases, créé il y a 14 ans. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres que les gens aillent manger ce burger tout en écoutant ce super podcast business? Alors, tu veux quoi comme chiffre? Qu'est-ce qui te... Combien d'employés, combien de restaurants? Très bien. Si tu peux en plus me faire la chronologie, bon, peut-être pas 12 ou 14? Non. 14, mais sinon, on va en parler pendant... Ça a été créé il y a combien de temps? Le premier, il ouvre en 2012. Ok. Et, il y a 12 ans. Voilà, et grosso modo, on en ouvre un par an. Ouais. Voilà, Okay. aussi simple que ça. Que en France, principalement à Paris. Okay. Il y en a 8 à Paris et ensuite en région. Okay. Et aujourd'hui, on emploie 200 personnes. Incroyable, voilà. Ok. T'as fondé ça avec un ou une associée? Un associé, Rudy. C'est d'ailleurs lui qui est venu me chercher. Ok, raconte. Oui, qui est venu me chercher de façon assez inattendue. On se connaissait pas. Et il m'envoie un message Facebook. C'était Facebook. Ah, les boomers. Mais oui, attends, faut se mettre dans le contexte. Non, mais on 2012, était en... fair enough, ouais. Même, on était en 2011, je pense, à ce moment-là, quand il m'écrit pour la première fois, salut Graphie, je m'appelle Rudy, on se connaît pas. C'est Clément qui m'a parlé de toi. Est-ce que ça te dirait d'ouvrir un restaurant de burgers avec moi? Le message Facebook, c'est ça. Hein. Tu faisais quoi, toi, à l'époque? En fait, on était étudiants dans la même école, mais comme c'est grand, on se connaissait pas. Voilà. Okay. Et là, je lui dis salut Rudy. Why not? Non, commençons dans l'ordre. Peut-être prenons un café. Et après, on verra. Et en fait, on a pris ce café et ça a été le fit parfait. Moi, j'ai accroché tout de suite, quoi. Qu'est-ce que t'as accroché? Je suis tellement curieux de savoir. Tu sais, on dit tout le temps ça fit ou on est raccord, on est complémentaire. Mais ça veut dire quoi quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois? Et t'avais quel âge? T'étais étudiante, hein? Ouais, je pense que je devais avoir genre 22, 23 ans, quelque chose comme ça. On va pas dire que c'est le plus grand âge de la maturité, mais vas-y, raconte-moi tout ça. Oui, c'est sûr. Je pense que... En fait, dans une vie, des crushs, tu peux en avoir plein, mais des personnes avec qui tu peux tu peux te dire que tu peux vivre des années, il y en a pas beaucoup. Et je pense que... Tu parles professionnellement ou amoureusement? Les deux. Donc c'est ton mari? Ah non, c'est pas mon mari. Ok, d'accord. J'étais en mode, attends, j'ai pas eu cette info, mais ok. Et je pense que quand t'as une connexion comme ça avec quelqu'un, je pense que tu le sens, c'est quelque chose qui se sent. C'est quoi, t'arrives à te projeter? Oui, t'arrives à te projeter, t'arrives à te dire que je peux m'engager avec cette personne. Il y a une histoire aussi peut-être d'intégrité, enfin, tu vois, il y a plein de choses qui passent. C'est des valeurs, ok. Et il te dit quoi dans ce café, dans le sens, c'est quoi le projet qui te pitch? Eh bien, ça.
ça te dit d'ouvrir une chaîne de resto? Non, pas une chaîne, un restaurant. Et de quoi? Il te dit burger direct? Burger direct. Burger direct parce qu'en fait, ce grand malade a traversé les États-Unis à pied. Ah oui, grand malade. Ouais, c'est 6000 bornes. Hein. Ouais, non, mais je vois très bien. Il n'a pas choisi le plus petit des pays. Ouais, voilà. Et en fait, au début, il fait ça en s'imaginant que ça va être une espèce d'introspection philosophique. Et en fait, pas du tout. Très vite, au bout de 2 semaines, il a juste froid, faim. Et il mange des burgers. Et il mange des burgers. Il s'avère qu'en fait, les points de ravitaillement aux US, c'est des burger joints. Et donc, il se retrouve à attendre son burger désespérément à chaque étape, tu vois. Okay. Et donc, revenu en France, voilà. Il avait rien? C'était quoi à l'époque, les burgers? C'était il y a longtemps. Donc, il faut... Nous, on a ouvert en même temps que Big Fernand, Blend, Camion qui fume. Okay. On est de cette vague-là. Donc, avant nous, l'histoire du burger premium, ça n'existait pas. T'avais McDo, t'avais les brasseries qui faisaient des burgers à 15-20 balles, pain à riz, viande surgelée, frites surgelées. C'est pas ouf. Okay. Et d'ailleurs, ça nous a fait dire, en goûtant ça, en se disant que mais c'est pas possible, c'est du vol. Et que nous, on allait montrer que pour 15-20 €, ce qu'un client a le droit d'avoir, quoi. Gros burger massif. Ouais. Putain, tu l'expliques comment en 2011-2012, cette vague de tous ces burgers qui ont pop-up? C'est incroyable. Et j'ai du mal à l'expliquer, mais en tout cas, ça nous a complètement porté. En fait, monter un business en ayant le vent dans le dos, c'est quand même agréable. Parce que quand vous avez commencé à compter le premier resto de PNY, c'était quoi vos rêves en France? C'est-à-dire quand tu parles de Blend, de Camion qui fume et tout, ça existait ou même pas du tout? Non, en fait, et c'est là où c'est fou, c'est assez magique, c'est qu'on se lance tous à peu près en même temps, on ouvre tous à peu près en même temps, donc on a tous eu l'idée à peu près en même temps. Ok. Après, je l'ai post-rationalisé en me disant qu'en fait, on l'a vu arriver aux US, à Londres, et donc souvent, ça vient aussi après en France. Shake Shack, les choses exactement, comme ça. Ouais, exactement. En fait, quand Rudy fait sa traversée... Périple américain. Moi, je faisais quelque chose de beaucoup plus classique. Je bossais à New York et du coup, moi, j'ai vu le phénomène Shake Shack de mes yeux. Ok. Qui commençait à ce moment-là. T'aurais pu me dire que j'avais full baume à lèvres, que j'avais des lèvres pulpeuses à la caméra. Bon, bref. Ok. Et attends, petit update. Donc, 200 personnes, 14 restos. Je suis curieux de savoir, un resto, ça vend combien de burgers par jour? En moyenne, lycée, 200 burgers par jour. 200 burgers c'est quoi le panier moyen? C'est 20 €? On est à... Ouais, voilà. Donc, ça te fait du 4 000 € par jour? Voilà. Ok. Fois 14 restos. Voilà. 4 x 4, 16, 4 x 1, 4, ça fait du 56 000 € par jour ou plus? Non. Voilà. Ouais. En tout cas, si c'est le CA annuel que tu cherches, on est à 18 millions de CA. Ok, 18 millions de CA. Ouais. Est-ce que tu peux me dire... Et putain, je vais être relou. Moi, je suis un crevard. Moi, j'ai été éduqué dans l'idée qu'un McDo, ça valait 5 € ouais. et qu'un paquet de clopes, ça valait moins de 5 €. Bref, passons. Boomer. Oh, non, mais le gars, tu vois, j'ai commencé à avoir du pouvoir d'achat. Tous les frais ont augmenté. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. C'est pas cher, franchement, 20 balles pour un burger. Oui. Franchement. Je pense que oui. Okay. Je pense que 20 balles pour un burger, c'est cher. 20 balles, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, quand on a vu arriver Big Fernand, on s'est dit, waouh, ils sont culottés, parce que c'est vraiment ça, c'était 20 balles, le burger frites, enfin 15-20 balles quoi, burger frites, servi sur un plateau. C'est le truc que j'ai eu quand je suis allé chez Big Fernand, j'étais en mode, putain, je paye 20 balles et c'est moi qui récupère ma bouffe comme au McDo, quoi. Ouais. Et en fait, bon, il s'avère que ça a marché, et donc bravo à eux, mais nous, quand on voit arriver ça, on s'est dit, mais ils sont fous les gars, mais ils vont jamais réussir à faire payer 20 balles un Français pour manger comme ça, c'est pas possible. Et en fait, nous, on a fait autre chose. On s'est dit, on va ouvrir un restaurant complètement classique. Il s'avère qu'il va être monoproduit burger, mais ça va être une expérience de restauration assise totalement classique. C'est-à-dire que t'es servi à table, commandes à table, y a de l'alcool, il y a des desserts. Le soir, on tamise les lumières, on met des bougies sur les tables. Ouais, un resto. Enfin, un vrai resto. Notre deuxième meilleur jour de l'année, c'est la Saint-Valentin. Tu vois. Ok, excellent. Il y a des cocktails, enfin, tu vois, c'est une vraie expérience de restauration assise. On met un peu la musique un peu forte au fur et à mesure de la soirée, enfin, tu vois. Et
Et du coup, 20 balles, c'est au contraire, ça devient pas cher pour ça. Donc, c'est en fait, tu t'es dit, c'est culotté en regardant Big Fernand. On n'a même pas parlé de la qualité des produits. Moi, j'aime pas leur pain, mais passons. T'es contente, hein? J'ai rien dit. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, ouais, en fait, c'était le service proposé, quoi. C'était vraiment de te dire, pour 20 balles, t'es obligé de faire un petit effort. Ok, on est d'accord que le prix de revient d'un burger, il est pas plus de 5 balles? Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on voulait, dès le départ, on voulait faire le meilleur burger. Et pour faire le meilleur burger, c'est les meilleurs ingrédients. Et le truc, pour faire les meilleurs ingrédients, ça coûte un bras. Et donc, on n'arrivait pas, c'était fou, quoi. On n'arrivait pas à faire quelque chose de rentable en étant au début, on voulait être à 12-13 euros. Okay. Avec de frites? thème, avec frites. Okay. 12-13 euros de ticket moyen. Et on n'y arrivait pas, ça rentrait pas. Enfin, c'était... Et à un moment, on a eu le déclic. On s'est dit, OK, pour garder la même qualité, il faut qu'on le vende à 20 euros. Pour pouvoir le vendre à 20 euros, il faut qu'on soit un vrai restaurant. Et vous n'êtes pas un resto de fast-food ou tu vois, moi je vais parler de Dumbo qui fait donc 10 euros le burger, 5 euros la frite. Bon, moi j'aime beaucoup. Donc, voilà. Oui, c'est très bon. Bien c'est très bon. Ouais, oui. C'est un peu les boss du smash. Mais bon, tu peux pas te poser, quoi. Genre, et je voulais savoir un peu, te poser cette question. Est-ce que tu crois que justement le fait que vous ayez pas réussi à trouver à 12-13 euros le panier moyen et que du coup vous ayez dû taper 20 euros, mais que du coup 20 euros pour le justifier, fallait avoir un resto, est-ce que c'est pas là où vous avez réussi un positionnement qui est pas comme tous les autres? Même le camion qui fume, c'est quand même dans leur nom, tu vois, que c'est un camion à la base. Oui, complètement. Je pense que ça a défini votre strat, votre c'était pas voulu au départ, mais on n'a pas eu le choix. Et au final, oui, comme tu dis, ça a défini notre strat. C'est ça qui kiffe les gens quand ils viennent? C'est l'ambiance ou tu dirais aussi quand même le burger? Je pense quand même le burger. Je pense que, en fait, la restauration, pour moi, c'est deux choses. C'est ce que tu manges dans l'assiette et le staff. Okay. C'est la combinaison des deux qui fait que tu reviens. Et en France, on est bon sur l'un, mais pas l'autre. Oh non, arrête! Ah si, je suis désolé. Je dirais pas que les serveurs chez PNY sont méchants, mais alors... Anti-French bashing. C'est bien que ce soit deux immigrés qui parlent, ou d'enfants d'immigrés qui parlent de ça. T'es originaire du Sri Lanka, c'est ça? Oui, c'est ça. Attends, en plus t'as parlé de musique, on va faire la petite parenthèse. Tu as choisi 2 beaux vinyles derrière toi, et je valide les refs. Moi, évidemment, c'est mes vinyles. Raconte-moi. Présente-moi ces vinyles. Je t'ai dit que j'allais faire... je n'écoute que de la musique indienne. Donc en fait, là, tu m'as posé une colle et je me suis dit, je vais faire comme pour le vin, je vais choisir à l'image. Et donc... écoute, tu as choisi Jay-Z et Kanye West. Ça, c'est le premier album de Jay-Z en 96. D'accord. Et ça, c'est un des derniers albums de Kanye West. Voilà. Écoute, merci en tout cas pour cette parenthèse culturelle. Si on avance... non, avant ça, je voulais parler juste de ton enfance, si ça te va. Vas-y. T'as grandi où? Et je me permets de te le poser en tant que fils d'immigré. Qu'est-ce que la double culture a pu t'apporter? Oh, énormément de choses. Alors moi, je suis née à Corbeil-Essonnes. Aïe. Oui. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 9 ans, je pense, 9-10 ans par là. Et là, ma mère est tombée enceinte de ma sœur et elle s'est dit « Oh là là, on peut pas élever 2 filles là. » Ah ouais, ok. Ouais, c'est elle qui a eu cette idée et elle a dit, il faut absolument qu'on déménage, qu'on aille dans un endroit un peu plus calme, quoi, plus posé. Et du coup, après, on est parti à Lieusaint, dans le 77. Alors maintenant, c'est devenu une grande ville et tout, mais à l'époque, c'était la campagne. Ouais, ok, je vois très bien. C'était la campagne et on a littéralement changé de vie, quoi. On passe de l'appartement au pavillon, ça a été un... Ah ouais, à ce point, avec jardin, tout ça. Ouais. Okay. Mais t'allais à Paris, du coup, j'imagine quand même Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah ok, t'es vraiment plus là-bas. Okay. Oui. T'as découvert Paris à 18 ans, tu dirais? C'est à peu près ça. Moi, je découvre Paris grâce à un super prof. Alors en fait, comme tous les Asiatiques, l'école c'est super important, donc mes parents... Attends, plus que les Asiates, non, parce que moi on a cette réputation, par exemple, j'ai vu ça, que des Arabes sont pas bons à l'école. Ah bon?
Mais si vous saviez, plus t'es pauvre et immigré, plus tes darons, plus ils sont mauvais à l'école, plus pour eux c'est important l'école en fait, tu vois. Donc je trouve que quand t'es immigré, t'as une sorte de pression. Mais attends, on va en parler juste après. Donc t'étais forte à l'école. Les mathématiques c'est arabe, ça. Bon bref, on en parlera. C'est ouais, mais l'asiatique fout moins la merde en cours. Alors que c'est moi, peut-être ça. Voilà, on a un côté folklorique, faut croire. Donc j'ai toujours été bonne élève. Ouais. Et je me retrouve dans un lycée qui est genre, on est en banlieue, tu vois, donc qui est genre, je crois, avant-dernier lycée d'Île-de-France ou quelque chose comme ça. Donc Paris, c'est loin. Hein. Paris, je sais que ça existe, tu vois, mais pas. Et en fait, dans ce lycée-là, on a la chance d'avoir un prof de maths agrégé. Franchement, encore aujourd'hui, je sais pas ce qu'il faisait là, qui prend une poignée d'élèves sous son épaule, sachant que c'est vraiment un lycée. Tu vois, t'imagines le lycée où il y a des descentes de flics tous les 2 jours, c'est ce genre de lycée. Quoi. Donc c'est du public. C'est du public. et ce mec est là, il nous prend sous son aile et je sais pas pourquoi. Et il fait des heures sup, il nous fait faire des DS dignes d'un lycée parisien. Et puis un jour, le week-end, il dit venez, je vous emmène voir Paris, quoi. Le week-end. Le week-end, c'est un prof. Ouais, hein. Bien sûr. Ta mère était OK? Oui, parce que les profs, c'est le prof a dit, tu vois. C'était son dieu, elle était en mode, c'est l'ange. Quoi. C'est le prof principal, laisse tomber. Et de maths en plus. Et de maths en plus, tu vois. C'est validé. Parce que, en fait, il nous avait demandé ce qu'on voulait faire. Et moi, à l'époque, je lui avais dit, c'était un peu le Graal quand t'habitais à Lieusaint, c'était l'IUT de Sénart. Et donc, je lui avais dit, l'IUT, là. Il t'a dit rêve plus grand? Et il m'a fait, non, toi, tu fais pas l'IUT, tu vas faire prépa. Je savais même pas ce que c'était, je sais pas ce que c'était qu'une prépa. Et mes parents encore moins, parce que c'est pas du tout le système dans lequel ils ont grandi. Et c'est là qu'il me dit, je vous emmène, classe porte ouverte et tout, journée porte ouverte, et là on arrive à Paris, ça a été... T'as fait quelle porte ouverte? Avec lui, je pense qu'on a dû faire Louis le Grand, ça remonte. T'as pas choisi les plus nuls. C'est pas moi qui ai choisi. Moi, je suivais le prof. Tu sais, j'ai eu les yeux en mode. Putain, ouais, même les bâtiments, ils sont incroyables. Les machins. Nous, dans notre lycée, à un moment, ils avaient enlevé les portes. C'est quoi, des risques d'incendie? Non, des mecs qui les portaient, quoi. Les mecs qui portent les portes. Ok. Bon. Tu voulais faire quoi? Donc à ce moment-là, c'était quoi que tu voulais faire dans ta vie, même quand tu parlais d'IUT? Et au final, t'as fait prépa, j'imagine? Alors moi, j'ai toujours été portée par l'hospitalité. Donc je voulais bosser dans le tourisme, l'hôtellerie. Alors pas forcément la restauration, mais en tout cas dans les métiers d'accueil, quoi. C'est pas le plus vénère la restauration dans le métier de l'hospitalité? Ouais. Si. L'hôtellerie un peu peut-être, mais... Ouais. Ouais. Mais il y a un peu un adage dans le métier qui dit que si tu réussis en restauration, après, tout le reste ça te semble. T'as pété tes barrières mentales et tout devient facile. Ok, donc l'hospitalité, tu nous dis que tu rentres en prépa, j'imagine? Ouais, je rentre. Laquelle? J'ai fait Saint-Louis. Ok, ça va. Ouais, c'est sûr. C'est où? C'est c'est le lycée qui est en face de la Sorbonne. Donc c'est sur l'île Saint-Louis? Non, c'est dans le 5e boulevard Saint-Michel. Ok, bon, c'est bien. Non, mais laisse tomber. T'imagines, moi dans ma tête, ce qui se passe. Tu vivais où à ce moment-là? J'ai eu la chance d'avoir l'internat en plus. Ok, donc t'as déménagé à Paris, 18 ans, tu débarques. Ouais. 17 même. 17 ouais. T'avais sauté une classe? Non, parce que... Là, on allait arrêter de parler. Là, j'allais dire, je te déteste. Non, alors c'est encore ma mère qui est intervenue parce que on m'avait proposé plusieurs fois du coup de sauter une classe et elle a jamais voulu. Ah, c'est ok. Ouais, c'est une maman, ma mère. Non, mais tu l'as déjà demandé pourquoi? Oui, et je pense qu'elle a trop raison. En gros, elle disait on n'est absolument pas pressé de rentrer dans la vie d'adulte. De profiter de sa jeunesse jusqu'au bout. Ok, voilà. Elle voulait pas compresser le temps de ta naïveté. Oui, voilà. Okay. Et en gros, cool, on est pressé de rien. Il y a
on est en retard sur rien quelque part, tu vois. Est-ce que ce truc-là tu vois, tu parles de prépa, t'as ton prof, tu lui dis UT, il va te dire non, tu fais prépa, on le dit pas, hein, mais c'est pour faire d'ailleurs prépa commerce plutôt. Ouais. Donc pour faire les plus grandes écoles de commerce en France. Tu me parles à côté de la possibilité de quand même sauter une classe et c'est ta mère qui te dit non. Est-ce que le fait qu'elle dit... En fait, j'allais te demander, est-ce que ça t'a mis de la pression sur le fait de devoir faire des grandes choses de ton avenir? Et est-ce que le fait de pas sauter de classe, ça t'a enlevé de la pression, en fait? Oui. Alors non, alors c'est fou, c'est que j'ai jamais eu de pression de mes parents. C'est plutôt dans l'autre sens, c'est plutôt ma fille, tu peux tout faire. C'est plutôt, tu sais, genre t'ouvrir les ailes. Et ça trigger quoi chez toi, ça? Ça trigger que tu vois, rien ne me semble inatteignable. Impossible. Ouais. Oui. C'est quoi une des premières dingueries qu'aujourd'hui t'es faite? Quand je dis dinguerie, ça peut être même aller parler à X ou Y personne, tu vois, mais assez tôt dans ta vie où tu t'es dit, ok, tout est possible. Avant PNY, est-ce qu'il y a un petit truc, tu vois, où tu t'es dit, ah ouais, quand même. Bah rien que ça, tu vois, la gamine de banlieue qui va en prépa à Saint-Louis. Enfin, après, tu vois, j'arrive à HEC. Enfin, rien que ce parcours-là, ça vient de là, je pense. Tu vois. Et pour autant, avoir HEC, c'est une satisfaction, mais est-ce qu'il y a une sorte de déception derrière? Je m'explique. Tu fais HEC et tu montes un resto. Ah oui. C'est très drôle que tu dises ça parce que je sais pas si tu sais, mais dans les cuisines parisiennes, c'est que des Sri Lankais. Mais je sais. Ah, des Sri Lankais, ok, non, je croyais que tu allais me dire aussi des HEC, parce qu'on peut parler aussi de Big Mama. Ah non. Amis de là-bas. Je te parle la vraie restauration, ouais. la vraie. Ok, je vois. En cuisine, peu importe dans quel restaurant tu vas, c'est quasi toujours du Sri Lankais, du Bangladesh, et je me rappelle la première fois, quand on ouvre le restaurant avec Rudy et que je suis en cuisine et que je fais venir mes parents et que mon père me voit en cuisine. Il pète un câble. Il me fait, il m'a dit donc tout ça pour ça. Tellement drôle. Et après, tu lui as montré la fiche de paye ou le chiffre d'affaires. Mais même pas. Je me payais pas, donc même pas. Et non, mais il disait ça en rigolant, tu vois. Ça doit faire un truc d'avoir quand même... je trouve que c'est fou d'avoir des murs à son logo, son effigie. Enfin, j'ai ce petit truc-là, moi, je suis déjà hyper fier, tu vois, mais... avec ton nom et tout. Ouais. Allez. À la base, j'aurais pas fait le nom. C'est un cadeau de ma famille, mais ils se sont dit, c'est encore mieux avec le blaze. Ils ont bien raison. Allez. Attends, qu'est-ce qu'on disait passer d'HEC à un restaurant. Ouais, voilà. Ça, et toi, par contre, j'aimerais comprendre pourquoi t'es pas allé chercher ton petit salaire en sortie d'école à 60K minimum. Je pense que c'est une très bonne question. T'as fait X HEC, la chaire entrepreneur? Oui. Ouais, ok. Oui. Quelque part dans moi, j'ai toujours voulu m'en sortir. J'ai vachement été portée par cette énergie-là. Non, mais attends, t'arrives à HEC, t'es sereine sur l'idée de t'en sortir, on est d'accord? Pas encore. Non, mais c'est intéressant. Ok, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas une finalité pour toi. C'est-à-dire que même la prépa, la pression qu'elle était, c'était si t'avais pas la meilleure école, tu savais que tu pourrais accéder quand même à la réussite par d'autres moyens. Tu jouais pas ta vie, en gros? Non. Ok. Et en fait, je pense que c'est l'éducation que j'ai eue. Je crois que je joue jamais ma vie sur rien. Tu vois? Ok. Je suis hyper... T'es plutôt chill. Ouais. Ouais. Ça rend ouf, Rudy. On avait Bob Marley dans les J'aurais dû prendre ça, j'ai hésité. Attends, excuse-moi, donc du coup chill, et pourquoi du coup la restauration, je sais que t'aimais l'hospitalité, mais c'est quoi, c'est revenu à ce moment-là? La restauration, c'est simplement Rudy. C'est-à-dire donc c'est une opportunité. C'est Rudy qui me tombe dessus. Comment on fait pour être ouvert d'esprit et accueillir ces messages Facebook? Je pense que, c'est une très bonne question. Je pense que quand t'es entrepreneur, t'as ce côté optimiste où tu vois des opportunités partout. Quelqu'un qui m'écrit en proposant un business, évidemment, je le rencontre. Ok, donc tu te projettes direct. En fait,
tu conditionnes ton cerveau. Tu dirais que Rudy, le message qu'il t'a envoyé, ça a aussi pété une sorte, pas de barrière mentale, mais de te dire, ok, on peut envoyer des messages, comme j'ai fait avec toi d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, je t'ai pingé sur LinkedIn et 2 semaines plus tard, on est là, quoi. Si on fast forward, bon, je suis sûr que tu as été bon élève à HEC, pas besoin de nous le rappeler, ça, c'est bon. T'es de quelle promo à HEC ? 2011. C'est quoi les entrepreneurs qui sortent de ta promo ? En vrai, j'ai pas été si bon élève que ça. D'ailleurs, le directeur de la majeure entrepreneur se plaît à le raconter à chaque fois. Parce que maintenant, il me fait intervenir à l'école. Et il me présente toujours comme ça. Et il me fait, j'ai toujours pensé que c'était une erreur de casting. Et au final, c'est celle qui aura eu la trajectoire la plus entrepreneuriale de la promo. Et je pense que, en fait, je suis à la fois bonne élève, mais à la fois rebelle. Et ça, c'est un... Qu'est-ce que tu veux dire par rebelle ? Eh bien, c'est très difficile de me mettre dans une case, quoi. C'est Tu challenges tout le temps l'autorité aussi, même ? Oui. Ok. Mais vu que t'as des bonnes notes, ça passe. Ouais. Ok. Parce qu'il y a... j'ai l'idée que la vie, elle est hyper courte. Et que je trouve ça malheureux de se prendre la tête sur des broutilles. Et je veux jamais gaspiller mon temps parce que, en fait, je vois la vie comme des espèces... Enfin, chaque année, c'est une case de ta vie. Et tu vois, et je veux pas que... en gaspiller une, tu vois. 2024, c'est quelle case ? 2024, c'est une belle case, c'est la case du spin-off. Raconte. Oui, parce qu'il n'y a pas que les startups qui spin-off. Le spin-off de quoi, du coup ? Eh bien, en fait, on a monté notre studio de design et d'archi. Trop cool. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on faisait faire les PNY par des architectes. Et puis, petit à petit, on a internalisé les architectes. Vous avez défini votre DA, j'imagine ? Oui. Et c'est Rudy qui se charge complètement de cette partie-là. Il est incroyable. Il a un bon, Rudy, grande dédicace. Ouais. Je crois que t'as compris, là. et en fait, on a commencé à avoir de la demande extérieure. Pour faire d'autres restaurants, des apparts. Incroyable. Donc, ils ont kiffé vos restos et ils se sont dit... Voilà. Et donc, quand tu commences... Et c'est ça. Et je pense que quand t'as un business qui rentre tout seul, faut le prendre, quoi. D'accord. Tu vois. Mais vous aviez le temps et les épaules pour vous lancer dans un... Eh ben, allez. On l'a fait. Donc, 2024, on innove encore. Voilà. Et encore. Et donc, on monte ce studio de design, donc spin-off de PNY pour gérer tous ces projets. Et c'est assez sympa. Trop cool. Attends, on était en 2024, on va revenir en 2011, 2012. Juste, t'as fait des stages ? Oui. Chez qui ? Alors, j'ai fait mon premier stage dans un incubateur à Paris. Okay. Et pareil, il faut se remettre à l'époque. Nouma, non ? Non, c'était Paris. C'était avant même. Parce qu'en fait, en 2011, l'entrepreneuriat, on n'était pas du tout Startup Nation, rien du tout. Et je pense que c'était peut-être le premier incubateur de Sais. Et on avait par exemple accueilli My Little Paris qui se lançait. Attends, c'est quoi le nom de l'incubateur ? C'était... Je suis si vieille. Ça va, on passe pas un entretien, t'inquiète. Ça la fout mal si tu te souviens plus de ton premier stage. Non, mais c'était quelque chose comme Paris Développement ou quelque chose comme ça, tu vois. Okay. Mais t'as kiffé là-bas ? J'ai adoré bosser là-bas parce que... l'effervescence de l'incubateur. En plus, c'était tout nouveau. C'était en soi une start-up. Tout à définir, ok. Tu faisais quoi, toi ? J'étais le bras droit du mec qui ouvrait ça. Ok. Donc, tu touchais à... c'est de l'entrepreneuriat. Ouais. Et avant ça, j'avais fait un stage auprès de 2 anciens du Club Med qui voulaient se lancer dans le time-sharing de luxe. Le time-sharing de luxe ? Oui, en gros, ils voulaient acheter des méga villas magnifiques partout dans le monde. Ah, et les splitter entre... Exactement. D'accord, ok. Bon, désolé, j'espère que les gens
n'entendent pas les camions poubelles. Sinon, bah voilà, on est à Paris, oui. Ok, donc là-bas, t'as kiffé, on va pas se mentir, ça t'a permis de te projeter sur l'entrepreneuriat. Oui. T'as côtoyé des entrepreneurs. Oui. C'est quoi la chose qui t'a... Waouh, chez les entrepreneurs? Parce que, encore une fois, Rudy, t'as pas contacté à ce moment-là encore? Non. Donc Rudy, on va dire que ça arrive peut-être 1 an plus tard, c'est quoi? Ouais, 1 ou 2 ans plus tard. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, t'es encore... Donc, t'as fait une très bonne prépa, t'es dans la meilleure école, mais c'est pas fini pour toi. Comment t'as fait pour t'identifier à ces gens-là? Bonne question. Ouais, bonne question. Je pense que ce qui m'a le plus rapproché du monde de l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Je te disais qu'on pouvait pas mettre dans une case. Eh bien, je trouve que l'entrepreneur, c'est peut-être... tu vois, c'est sa case, quoi. Ouais, et elle est mouvante tout le temps. Oui. Ok. C'est lui qui la dessine. Il y a un facteur passion, bonheur, kiff au quotidien que tu as pu voir chez eux? En tout cas, il y avait un côté je changer le monde, tu vois. Et c'est vrai que quand ils pensent, tout ce que tu vois autour de toi, de la tasse, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas un mec qui soit levé le matin en se disant tiens, je vais faire ça. Et 50 derrière qui se sont dit on va optimiser, on va rendre ça plus accessible, plus joli, etc. Je suis obligé de te poser cette question. Moi, je veux pas jouer au psy ou quoi, mais... Vas-y. Non, c'est pas vraiment psy, mais t'as une mission dans ta vie, t'as besoin de laisser une empreinte derrière toi. Oui. Et elle doit représenter quoi, cette empreinte? En gros, tu vois, je disais que la vie, elle est éphémère et je veux pas la vivre sans qu'il y ait... Enfin, je veux qu'il y ait un avant et un après, tu vois. Ok. Tu veux marquer... Non, mais je sais pas comment dire. Quand tu dis un avant, un après, on parle pas de la vie et de la mort. On parle plus de toi, l'action que tu veux avoir. Mais c'est auprès des gens. Est-ce que tu as besoin de cette reconnaissance? Est-ce que tu as envie qu'on dise c'est Graphy, bon, érudit derrière PNY? Ou est-ce que juste avoir PNY sans qu'on sache que c'est Graphy érudit, mais que derrière, ça a permis à plein de gens... de kiffer les burgers et de passer une bonne Saint-Valentin. C'est ça. Non, j'ai pas spécialement besoin qu'on sache que c'est moi. Okay. Mais en revanche, avoir eu une signification, enfin, tu vois, avoir apporté quelque chose à la société, oui, ça, oui. Ça devient d'où? Et là, on va faire le petit 30 secondes, mais je veux quand même être curieux. T'as une sensibilité accrue ou... Je réfléchis. Tu poses des questions difficiles. Ah, bah désolé, mais je sens qu'il y a trop de choses. En gros, moi, le but, c'est que les gens se projettent. Ouais. Et ce que j'adore avec ce dont tu es en train de me raconter, c'est qu'il y a, notamment chez les plus jeunes, il y a des gens qui se diraient c'est inaccessible d'avoir HEC ou même de vouloir aller en prépa. Mais moi, je te reçois pas parce que t'as fait HEC, hein. J'en ai rien à foutre d'HEC, sache-le. À l'époque, je voulais absolument le faire. Je l'ai pas fait. Mais aujourd'hui, je suis très content de recevoir des entrepreneurs qui ont fait HEC et qui m'expliquent à quel point la suite est encore plus intéressante pour eux. Et d'ailleurs, tiens, je te pose cette mini-question, on va revenir là-dessus. Est-ce que tu as plus stressé à HEC et en prépa, donc dans le cadre scolaire, ou chez PNY? Stressé? Ouais. Plus stressé? Ouais. Alors, ce qui est compliqué, c'est que moi, le stress, c'est pas un truc... Ou que t'as eu peur de pas réussir. En prépa, non. En prépa, t'étais confiante. Ouais. Okay. Putain, c'est fou, ça. Ça fait hyper prétentieux. Mais c'est pas ça. Non, en fait, c'est pas prétentieux. C'est à la fois j'avais à la fois confiance dans mes capacités et en fait, j'avais aussi l'idée en moi que au pire, c'est pas grave, quoi. Tu vois? C'est fou, ça. Et donc, c'est... T'as vu des gens, des camarades à côté de toi qui étaient en mode c'est le Graal, quoi. Ça y est, je suis à HEC. Ou pas forcément, les gens étaient pas forcément comme ça. Si, t'en as. Enfin, tu vois, tout existe. Donc, si, il y a des gens pour qui c'était un vrai accomplissement. Moi, ça l'était pas encore parce que, comme je te disais tout à l'heure, ce par quoi je t'ai porté, c'est l'idée de m'en sortir. Et donc, HEC, c'est un très beau moyen de s'en sortir, mais pour l'instant, je m'en suis toujours pas sortie, tu vois. Ouais, je dois de l'argent, même. Mais oui. Accessoirement. Donc, non, mais je vois ce que tu veux dire. Je reviens à cette question, je vais te la poser différemment. T'as grandi avec ta maman et ta sœur, c'est ça? Et mon père. Et ton père, ok. Bah oui. Est-ce que je sais pas exactement ce qu'ils faisaient, mais est-ce que c'est des gens qui font du bien à la société? Oui. Et est-ce que oui.
eux te l'ont pas dit, mais tu fais en mimétisme. Par contre, eux t'ont dit de devoir mettre toutes les chances de ton côté pour réussir dans ta vie. J'ai l'impression que si c'est le cas sur la première partie de te dire qu'ils ont fait du bien dans la société, c'est que t'as voulu joindre les deux, du coup? Ah oui, peut-être. Je l'avais jamais pensé comme ça, mais c'est vrai que mon père, il avait une vie toute tracée au Sri Lanka. Okay. C'est-à-dire qu'il a fait des études, il était capitaine de foot de l'équipe nationale. Mais non. Ouais, alors c'est le Sri Lanka, tu vois, mais quand même. Mais ils ont fait des coups ou pas? Mais non, c'est le Sri Lanka. Mais je sais pas. Mais bon, tu vois, quand même. C'est ton daron que je vais interviewer. C'est ça. Et donc, ce mec avait une vie, toute tracée. Et en fait, t'as la guerre civile qui se déclare. Et donc, il se retrouve obligé de fuir la guerre. Et ce qui est dingue, c'est qu'en l'espace d'un simple vol de 12 heures, il se retrouve homme de ménage chez Carrefour, tu vois. Oh, putain. Et ce qui est fou avec lui, c'est que je l'ai jamais vu, mais jamais vu sans plaindre ou en être... il a toujours été reconnaissant. Et je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que je me rappelle, quand j'étais petite, il m'emmenait à son travail, hyper fier, pour me montrer, regarde ma machine, ce que je fais, les gars. Il parlait français? Non. Ok. Tu parles en quelle langue avec eux? Tamoul. Ok. Et encore aujourd'hui, du coup ou... Aujourd'hui aussi. Ouais. Avec ta sœur? Avec ma sœur, français. Ok. Et ça français, s'engueule en sauf qu'on vanne. Ouais, voilà, c'est ça. Classique. Et en fait, alors j'ai perdu le fil de ta question parce que je suis partie sur mon Non, père. On parlait du fait. Ah oui, sur le fait pour. Et en fait, quand il est arrivé en France, du coup, il y a eu une espèce. Enfin, on vivait dans une communauté sri-lankaise et c'est vrai que lui, il a vachement aidé les gens à s'intégrer, à faire les papiers. Et dès que j'ai su parler un peu français, un peu écrire, donc dès 6 ans. Il m'emmenait partout. J'allais à l'office de l'immigration, j'écrivais des trucs. Tu sais qu'il y a Roman Fressinet, donc un humour. Tu la connais cette blague où il te dit dans chaque famille d'immigrés, t'as un gosse, il a 6-8 ans. Il est le soir, t'as les 2 parents, 2 fiches d'impôts, et c'est à lui de les faire. Et je trouve ça tellement drôle. C'est exactement ça. On leur vole presque leur enfance à ce moment-là, mais ok. Attends, ça vient de là, l'hospitalité, le besoin aussi de laisser un truc positif derrière. T'es attaché à ta culture et ta communauté sri-lankaise? T'es déjà allé au Sri Lanka d'ailleurs? Oui. J'y suis attachée, mais comme je suis attachée à tout le monde, moi je suis une espèce d'amoureuse du genre humain, tu vois. Bisounours, va. Ouais, de ouf. J'adore. De ouf, laisse tomber. Des fois, je regarde les gens, ils pensent que je suis amoureuse et tout. C'est juste... Ok, donc un gros cœur. Bon, je crois qu'on a plutôt bien compris. Attends, je voulais te poser cette dernière mini-question qui était... Est-ce que... Ouais, je vais juste parler de tes parents parce que j'ai l'impression que ça a quand même une place importante. Et je veux faire le lien avec l'entrepreneuriat, mais à quel moment ils ont été fiers de toi? Ou à quel moment, toi, tu t'es dit que tu n'as plus besoin de faire plus? Tu sais que ils sont déjà très fiers de ce que tu as fait. Je crois que j'aurais toujours besoin de faire plus. Ok, donc tu cherches encore un petit peu de reconnaissance ou d'approbation. En fait, c'est là où c'est fou parce que quelque part, moi, dans ma tête, j'ai l'impression, même si c'est pas du tout vrai, mais j'ai l'impression qu'ils se sont sacrifiés pour nous. Et donc, j'ai l'impression que rien ne sera assez beau. Enfin, tu vois, si je peux faire plus, je ferai plus pour eux. Et la première fois que je vois de la fierté, mais j'en ai vu tout de suite. C'est-à-dire... même le premier resto, quand il s'est foutu de ta gueule. Mais oui, mais c'était... Non, mais je veux dire, même je me rappelle quand il le raconte encore aujourd'hui avec énormément de fierté, le premier jour où il me laisse à la maternelle. Ils sont hyper flippés parce que je parle pas français. Ah, pas du tout, ok. Je parle pas du tout français à ce moment-là, j'ai 3 ans et ils me laissent et ils ont super peur. Et le soir, ils reviennent me chercher. Et là, tous les enfants sortent en pleurs ou pressés ou quoi. Et moi, ils me voient pas. Et ils commencent du coup à s'inquiéter. Et ils finissent par rentrer dans l'école pour... Et là, ils me voient
en train de ranger la classe. Mais non, tellement drôle. Et donc, et ils avaient tellement peur que ça se passe mal, parce que je parlais pas la langue. Ça a été un soulagement. Et ça m'a accompagnée jusqu'au bout. C'est-à-dire que dès que j'apportais un A ou pour eux c'était incroyable. Enfin, c'est ok. ouais. Et juste sur ça, tu t'as senti une différence? Bah oui, tu l'as senti vu que tu parlais pas français. Mais comment t'as géré ça? Est-ce que ça trigger des trucs en toi? Je t'avoue, Tu t'en souviens pas? j'étais trop petite. Et Ok. c'est là où le cerveau d'enfant est incroyable. C'est-à-dire que j'ai appris le français Sans effort. sans effort. Ouais, ça a été Ouais. ok. T'as vécu du racisme dans ta vie? Et est-ce que tes parents t'ont enseigné avec ça en te disant que tu devras faire plus que Oui. les autres? Ma mère beaucoup. Là, elle m'a toujours dit, il faut qu'on en fasse plus parce que on nous a accueillis et donc c'est notre rôle d'en faire Tu d'en faire diras la plus, même quoi. chose. Tu dis la même chose à tes enfants? Non. Pourquoi? Enfin, moi, mes enfants, ils sont. Là, ça parle de ses enfants. Voilà. Ah bah oui, hein. C'est mes petits princes, c'est genre. C'est 2 petits gars? Ouais, deux petits gars. Deux petits gars. Si je te pose la question, c'est que moi, à titre perso, j'estime. Enfin, je pensais avoir jamais connu le racisme jusqu'à il y a 2 ans, tu vois. J'ai 30 ans, à 28, vraiment, je commence à capter que je suis arabe. Je rigole, mais en vrai, mes parents m'ont dit, plus mon père m'a dit, par exemple, tu devras faire plus que les autres. Moi, j'ai jamais accepté ça, quoi. Moi aussi, j'aime pas l'autorité. Bah alors, sur ça, j'étais en mode, gars, tu commences pas un match avec un but contre ton camp, tu vois. Moi, c'est sûr que je commence sur la même ligne que les autres. Et en fait, je me rends compte que ça, c'était une manière pour moi de dire, non, la vie sera pas plus dure pour moi que pour les autres. Sinon, je l'attaquerai pas de la même manière. Et en fait, c'est de la naïveté. Et c'est pour ça que je te pose cette question de, toi, tu retranscriras quoi à tes enfants? Évidemment, tu vas leur dire qu'ils seront sri-lankais. Mais tu leur diras qu'ils sont français, tu leur diras qu'il n'y a aucune différence entre eux, un mec de banlieue ou un mec qui a grandi dans le 8e. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé ce genre de questions parce que pour eux, 7 ans encore. Ouais, pour eux, c'est complètement enfin, ils vivent leur vie complètement de façon naturelle. Alors, peut-être aussi parce que nous, on est installés. Alors que mes parents, ils venaient d'arriver j'allais dire au Sri Lanka. Ils venaient d'arriver en France. Et donc, il y avait quelque chose comme il faut qu'on se fasse accepter, il faut que on rende ce qu'on nous a donné. Parce qu'il y a... Il y a un côté de redevable. Ouais. Ok. Ouais. Toi, tu l'as pas eu, ça? Bah si, je l'ai eu par, tu vois. Mais t'étais redevable non pas envers la France, on est d'accord? Les deux. Ah si, quand même? Si, quand même, Okay. quand même. Ah si, complètement. Tu te sens très française? Complètement. C'est ça que les gens comprennent pas. Moi, France-Maroc, mes cousins, ils me détestent. Mais les gars, moi, je suis full pour la France. Je parle au foot parce qu'évidemment, on gagne. Bah oui, voilà, c'est ça. Bah oui. Et pour le cricket, pour le Sri Lanka, évidemment. Non, et là, vous êtes bon, j'imagine. Ouais. Je sais même pas si en France, on a une équipe de cricket. Je crois pas. Ouais, je sais pas. Ou alors, c'est justement que des immigrés sri-lankais. C'est ça. Comme les ping-pong, sauf les frères Lebrun. Bref, là, on s'écarte. On revient à notre mouton. J'ai d'ailleurs regardé l'heure. Hop, car ça fait une 40aine de minutes. Il est 37. Donc, on va prendre une 15aine de minutes. Allez. Parle-moi de la bouffe. On va parler très français. Bon, déjà, tu fais quand même... le sandwich le moins français de France, quoi. Non, mais plus sérieusement, comment t'as choisi tes produits? Je suis assez curieux de comprendre. Tu m'as parlé de l'importance d'avoir de la qualité de produit. Ouais, comment tu fais pour avoir des bonnes tomates en hiver? La viande, est-ce qu'elle est française? On n'a pas de tomates en hiver. Ok, donc vous en mettez même pas du tout? Oui. Ok, donc vous n'allez pas les choper au Maroc ou... Non. C'est bien. C'est bien. Oui, parce qu'en fait, on est la première génération qui peut pas dire qu'elle savait pas, quoi. Ouais. Autant nos parents. Ouais, bien sûr. Autant nos parents, ils ont peut-être fait nimp, mais franchement, ils savaient pas. Autant nous, c'est compliqué. Mais sinon, pour revenir sur les produits, l'idée, c'est le burger, c'est un produit d'assemblage. Donc, on a cherché à faire avoir le meilleur ingrédient pour chaque étage. Et alors, le pain. Bah tiens, on peut prendre l'exemple du pain. Tiens, le pain, à l'époque, en 2011, on découvre. Donc, évidemment, on veut avoir le meilleur pain possible pour un burger, etc. Sauf que le pain de burger, c'est un pain un peu spécial. Et les boulangers français
ils savent pas trop faire ça. Tout de suite, ils nous faisaient des petits pains au lait. Ou, encore une fois, faut se remettre à une époque où c'était le jambon beurre, le plat le plus mangé. Tu sais, aujourd'hui, tu vas dans des boulangeries, tu peux demander des buns de burger. Hein. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu complètement normal. Et donc, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas et on découvre qu'il existe un concours, enfin, une espèce de concours mondial du meilleur bun. Juste le pain, là. Ouais, juste le pain. Okay. Et il s'avère que ce fameux concours mondial, il a été remporté 6 fois de suite par le même gars. Concours mondial, 6 fois de suite par le même gars. Et on s'est dit... Il semblerait qu'il soit chaud. Ouais, voilà. Et il s'avère que ce mec, il est en Alsace. Donc, on a pris ma voiture. On est parti. Avec Rudy, du coup. Avec Rudy, on est parti le voir. On a toqué à sa porte. Le mec, il a pas compris. Vous l'avez goûté? C'était une dinguerie. Et on lui a dit, faut que vous nous appreniez. Enfin, faut intéressant. Donc, c'était pas lui acheter ses pains, c'était qu'il te transmette son savoir-faire. Il était professeur. Il était professeur en boulangerie dans un CFA en Alsace. Ok. Donc, il nous a embarqués dans son CFA. On a fait c'est quoi ce CFA? C'est un truc professionnel de formation et d'apprentissage, quelque chose comme ça. Ok, ouais, c'est ça. Et on s'est retrouvés avec des apprentis de 15 ans, des apprentis boulangers, et il s'est mis à nous expliquer le bun, tu vois. Et on a ramené ça à Paris. Ok. Donc, et tu vois, ce travail qu'on a fait sur le pain, on l'a fait sur tous les ingrédients. Il vous fait payer, là? Non, c'est un prof, il est pour le plaisir de la transmission, quoi. Oui, et nous, on était là, on le regardait comme un demi-dieu, quoi. Ok, putain, c'est fou. Tu l'as invité? Oui, ouais. Oui, à l'ouverture. Ouais. Trop cool. Ok, donc le bun, on va dire que là, il est validé. C'était étape par étape, c'était la première étape, le bun? Tout se fait en parallèle. Ok. Tout se fait un peu en parallèle, pareil. Donc c'est quoi les autres étapes? C'est la viande? La viande, ça a été quelque chose. La viande, j'ai été une espèce d'ayatollah, il n'y a rien qui allait. On a testé tellement de trucs et tout. Et il n'y a pas le smash à l'époque. Il n'y a pas le smash à l'époque. Et en fait, le steak haché, c'est pareil. Le steak haché pour un burger, c'est quelque chose d'assez complexe parce que c'est certains morceaux de la bête. Enfin bon, bref, c'est un délire. Il faut qu'il y ait du gras normalement. Il faut qu'il y ait du gras. Sur le smash. Et puis, rien ne convenait jusqu'à ce que, à force d'en parler à droite, à gauche, on apprend qu'il y a un HEC qui était devenu éleveur. Et éleveur de quoi? Oui, ok. Oui. Éleveur bovin. Okay. Et là, ça nous a vachement intrigués parce que normalement, c'est pas du tout la suite de la carrière quand tu fais la grande école. Et on va le voir et on tombe sur un mec mais complètement passionné. Son livre de chevet, c'est un livre sur l'herbe, tu vois. C'est un livre sur l'herbe? Ouais. On ne dira pas quelle herbe. Non, l'herbe des vaches. Oui, on a compris. C'était pour la petite vanne. Et donc, on part avec ce mec. Enfin, on voulait partir avec ce mec au départ et il nous dit « Ah non, non, moi, je vous fournis pas, moi. » Pourquoi? Et parce qu'il ne fournissait que des tripes étoilées. Ah oui, ok. Et donc, il ne voulait pas s'associer au burger, quoi. Et je me suis retrouvée à devoir... je me souviens de ça, on lui a carrément fait une présentation PowerPoint pour lui expliquer à quel point on allait faire les choses bien pour le convaincre de bosser avec nous. Et il est vraiment allé... il était tatillon sur chaque détail. Mais c'est fou, je pensais à une chose. Est-ce que c'est pas une des beautés de l'entrepreneuriat, c'est de devoir convaincre... C'est que ça. Un petit prof en Alsace, puis après passer à un gars business qui est en mode non, je veux pas en entendre parler. D'ailleurs, le jour où il te dit ça, tu te dis ok, c'est lui qu'on veut en fait. C'est ça. C'est pas comme ça, mais bon. De toute façon, il a fait exprès. Ouais, il est bon. Et aujourd'hui, c'est votre fournisseur officiel du coup? Il a arrêté. Il a malheureusement arrêté. Parce que c'est vrai que éleveur, c'est un métier. C'est un sacré métier. Facile, j'imagine. C'est pas allé que bien depuis 2012, quoi. Donc, mais depuis, on avait retrouvé, entre-temps, on avait retrouvé quelqu'un qui a repris le même cahier des charges et tout. C'est quoi son cahier des charges? Juste comprendre, c'est quoi le... Nous, le truc le plus important, c'est que la bête ne mange rien d'autre que de l'herbe. Ok, c'est bon. Et c'est ça qui a été important pour vous. Ça, c'était essentiel parce que ce qu'elle mange, c'est finalement le goût qu'elle va avoir, quoi. Et on voulait zéro céréales.
Et Ok. Ça fait quoi les céréales les sur la céréales, en gros, ça permet d'engraisser la bête plus rapidement. Enfin, Ok. tu vois. Ok. Et C'est un peu accélérer le processus de. C'est un j'ai le mot qui m'échappe, mais c'est un. C'est quoi, catalyseur, non? Non, c'est pas un mot aussi sympa. Ok, d'accord. C'est de la triche, si tu veux. Ok, d'accord, ok. Ok, ouais, c'est un raccourci, quoi. Voilà, un raccourci. Ok. Pas un mot aussi sympa. Qu'est-ce qui me fait rire? Ok, ensuite, donc, les choix des crudités. Bon, de toute manière, c'était le plus important, on va pas se mentir, bun et pain. Fromage, ça va, on va pas en parler 3 ans, on est dans le bon pays. Ah, d'ailleurs, Ministrat, vous avez fait du cheddar dès le départ? Bien sûr. Ok, et toujours aujourd'hui? Oui, toujours aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, l'angle qu'on a pris avec PNY, c'est de ne faire que les classiques, de refaire que des burgers classiques. Donc, Mais vu qu'il y a Paris dans PNY, il y avait pas un côté mettre du fromage parisien ou... Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, jamais. Et c'est vraiment, on prend les grands classiques, le burger sauce barbecue, et on le fait très très bien. Et en fait, chez le côté parisien, c'est plutôt, on va vous montrer comment on fait ça bien. Ok, ouais, ok. On va faire de l'esthétique et en parler, mais ok. Crudité, sauce maison, j'imagine. Bien sûr. Crudité, vous avez vos... Enfin, je sais pas, c'est Rungis ou... c'est peut-être dans les légumes, le plus important, c'est la pomme de terre. Oh oui, bah oui, pour les frites maison. Ouais, frites évidemment maison. C'est de la binge que vous... Non? Ah, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La pomme de terre, c'est une espèce très, très, très difficile. Contrairement à ce qu'on pense, c'est très difficile d'avoir une pomme de terre constante sur l'année. Ok. Ce qui fait que, notamment... en fonction des saisons, tu vas choisir une et l'autre. Ok. Ouais. Et il te faut une chair ferme. Ah ouais, c'est un délire. Tu vois que je m'y connais ou pas? Bien, bravo, franchement. Bah, je mange de la raclette. Je te jure, hein, j'ai écumé toutes les patates parce que franchement, dans une raclette, quand la patate, elle est toute poudreuse, là. Ah, ça, c'est pas possible. Donc, ok, on va avancer juste un tout petit peu. Moi, il y a une chose qui m'intéresse. Est-ce que tu peux me parler, là, je vais te laisser... Tu peux me résumer les 12 années, mais genre, tu sais, nous faire l'évolution, en fait, des restos. Juste essayer de comprendre la première année, ok, on fait notre premier resto, on arrive à la fin avec tant de chiffre d'affaires, donc là on se dit, bon bah let's go, on va réinvestir dans d'autres. Ouais. À toi. Donc on ouvre le premier restaurant en décembre 2012 et en février 2013. Ah oui, ok. Arrête, 3 mois plus tard, 2 mois même, ouais. Il y a la queue devant le restaurant, mais la queue, quoi. Bon, vraiment, genre, elle va jusqu'au prochain pâté de maison. Donc, vous êtes ces premiers personnes qui font faire des queues à des gens pour des burgers. C'était je suis sortie de ma cuisine, j'ai vu ça, je suis rentrée et j'ai dit à Rudy, non mais en fait, on va même pas réussir à les servir tellement il y a... T'es contente ou c'est du stress? Ah non, mais je suis... on fire. Ah oui, ok, ça, parce qu'il y en a, il faudrait stresser, tu sais, en mode merde, on va pas assumer et tout. Non, c'est le plus beau cadeau du ciel d'avoir des clients qui, tu vois. Et attendre dans le froid pour ton burger, c'est cool. Et en fait, nous au départ, on voulait pas on voulait pas ouvrir une chaîne, on voulait avoir notre affaire et on voulait que tout Paris vienne dans notre affaire. Sauf que on n'avait pas mesuré que en voulant ça, on a vraiment eu tout Paris qui venait. Ouais, c'est ça en fait. Tu t'es dit on va viser large et on va avoir juste ça. Ouais. Et en fait. Et là, du coup, je fais Rudy, écoute, à partir de maintenant, je gère le resto. Va nous trouver un deuxième pour désengorger cette queue. Et donc, cool. Et là, on est en février-mars. On est vraiment 2-3 mois après l'ouverture. Et lui part à la recherche d'un deuxième restaurant. Et ouvrir un restaurant, c'est assez long. Donc, faut le temps de le trouver. Le plus compressé qu'on ait fait, c'est 8 mois. Donc, c'est recherche de local. Et ensuite, c'est quoi? Après, il y a le financement et après, les travaux. C'est exactement comme acheter un appart. Ça coûte combien de prendre un de vos 8 à Paris, un de vos 8 restos? Ça, on a... Versus en province, d'ailleurs. On a de tout. Ça dépend de l'emplacement. T'as des emplacements qui vont coûter... Rien que l'emplacement, ça va te coûter 1 million. Ok. T'en as d'autres où au global, t'es 1 million. Tu vois, c'est quoi le plus cher entre travaux et tout réuni? Ah, ça, c'est...
Ça dépend du spot. Tu veux dire le restaurant qui nous a coûté le plus cher? Ouais. Ah oui, le plus cher, ça a été, je pense, 2,5 millions. Et c'est arrivé à quand, celui-là? Celui-là, 2018. Oh. Ok, 6 ans après, donc c'est pas non plus ok. Je pensais que ça serait arrivé là il y a 2 ans, mais en fait non, ok. Attends, je voulais te poser une question, c'était quoi? Attends, on parlait de quoi? Des restos? Oui, je veux savoir, quand tu ouvres un resto, bon, évidemment, vous avez votre premier resto, tu vas avoir une banque qui va te faire un prêt, etc., qui est adossé d'ailleurs à la boîte. Merde, je suis déjà en train de perdre ma question, non? Oui, combien de temps tu prends dans ton BP pour être rentable sur un resto comme ça? Alors, je sais plus exactement sur le BP ce qu'on a mis, mais en tout cas, on a été rentable dès le premier mois. Ok. Entre ce que vous remboursez sur le prêt versus le cash que vous prenez. Et quand tu dis le prêt, vous le remboursez, c'est de la loc, hein, on est d'accord? Ou il y a des restos que vous achetez? Alors, on doit acheter les fonds de commerce. Ok. Et après, on est locataire des murs. D'accord, ok, donc tu achètes la possibilité d'exploiter, mais par contre les murs t'appartiennent pas. Ok, vas-y, je te laisse continuer. Bon, tu vas pas me faire chaque année, mais non, pour mais comprendre. Donc deux, en fait, en un an, vous êtes déjà à 2 restos. Donc on ouvre le deuxième, en 2014. Donc tu dis, ok, donc vous commencez février-mars, en fait c'est début 2014. C'est ça. Okay. C'est ça. Et puis 2015, le troisième. Et là, donc, on a 3 PNY, et là, on se dit... Tous à Paris. Tous à Paris. Et là, on se dit, on va peut-être essayer autre chose. Donc, on ouvre un autre type de restaurant. On ouvre le Paris Texas, qui est un restaurant de grillades, viande fumée, qui est un flop complet. Ok, ah ouais, ok. Flop complet. Pourquoi? Qu'on ouvre en 2016. Enfin, si tu peux. Moi, je pense que l'analyse. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais je pense que c'était juste pas bon. C'était pas bon, ok. Franchement, je trouve que c'était pas bon. Et puis, il y a ça. Et puis après... Putain, merci pour ta transparence. Hein. Non, mais c'est fou. Il y a des gens qui oseraient pas le dire, mais ok, trop cool. Et puis après, on a vraiment fait une erreur bête. C'est que on n'a pas réalisé qu'une viande que tu fumais pendant 12 heures, ça perd la moitié de son poids. Et donc... Ouais. Ah, du coup, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Ah ouais, ok. Et en même temps, tu peux pas non plus doubler le prix. Ouais. Enfin, tu vois. C'est drôle parce que maintenant, moi, j'ai vu depuis quelques années, il y a des restos qui s'ouvrent. Parce que j'allais dire, en plus, ramener, ok, on a le burger des US, mais le côté barbecue, viande fumée ou le Philly steak, on n'a pas trop cette culture chez nous en France. Donc, mais au final, quelques années plus tard, ça a marché. Donc, ok. Vous avez perdu combien d'argent sur ce resto? Énormément. Enfin, on n'a rien perdu sur l'investissement parce qu'après, on a réussi à le revendre au prix, tout ça. Okay. Mais en revanche, on a perdu le montant des travaux. Du temps, de l'énergie, mine de rien aussi en exploitation, tu vois, chaque mois. Un vrai gouffre. Mais vous aviez 3 restos qui tournaient à côté. Exactement. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est une manière de vous dire, en fait, on tient très bien un truc sur du burger, pourquoi on veut réinventer la roue? En fait, ça nous a fait... planter le Paris Texas, ça nous a fait comprendre que PNY, c'était une pépite. Qu'en fait, faire ces chiffres-là, c'était en fait pas normal. Okay. Et comme PNY, c'était notre première expérience. Il fallait que tu aies un échec, en fait. Mais, pour comprendre parce que tu t'es dit, sky is the limit, en fait. Enfin, tu comprenais presque même pas. Je comprenais même pas. En fait, c'est facile. Je me disais, ça doit être ça, la restauration, ça doit être les métriques de la restauration. Pourquoi tout le monde se plaint en restauration, alors qu'au final... Combien de CA la première année, donc avec un seul resto? La première année, on a dû faire 1,2 million, 1,3 million, quelque chose comme ça. Vous rémunérez la première année, toi et Rudy? Alors, on y a vachement pensé. Et après, Rudy s'est dit, mais ça ne sert à rien parce que nous sommes de 9h du matin à 1h du matin dans le restaurant. On va en faire quoi de cet argent? Et du coup, on s'est dit qu'on n'allait pas se payer pour laisser l'argent dedans pour pouvoir ouvrir le deuxième. Et vous avez fait ça 14 fois ou vous avez cash out un petit peu par moment? Non, alors... Vous versez un salaire aujourd'hui? Après, on s'est versé un salaire, c'est plutôt ça. Tu peux nous dire ou tu préfères garder ça secret? Le premier salaire, on se versait 900 € par mois, tu vois, donc c'est vrai. Et aujourd'hui... aujourd'hui, c'est on secret. Va pas trop dire. Okay. Non, t'emploies 200 personnes, je comprends que c'est relou, hein. Aux US, on l'aurait grave dit, hein. Oui, je sais. Et tes employés auraient été fiers de toi, tu vois. Mais là, en France, on est en mode bon... Ouais.
Dans tous les cas, les gens savent pas, mais enfin, comprennent très bien. Mais je suis pas la mieux payée de la boîte, c'est la question. Oui, mais c'est ça, moi, que je veux montrer, c'est que t'es pas la mieux payée, mais t'as quoi, 50% de la boîte, donc ça devrait aller. On a 50% de la boîte à deux avec Rudy. Et vous avez levé des fonds à côté? On a levé des fonds depuis. Okay. Et en fait, les parts, on pense beaucoup que c'est de l'argent, mais c'est pas tant de l'argent que ça, parce que c'est pas du tout liquide, et surtout, c'est plutôt le pouvoir que l'argent. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et donc 1,8 million, et là tu m'as dit 18 millions cette année? C'est ça. Donc vous avez fait x10 en 12 ans. Ouais, et x14 en termes de resto, ok. Donc environ chaque resto fait plus ou moins 1 million en fait. Il y en a qui vont faire un peu moins, d'autres un peu plus. Bon, on va peut-être pas faire chaque année, là c'est beaucoup trop. Surtout que le podcast touche à sa fin. Tu me parles d'une mini chose. La stratégie de la province, elle est arrivée au bout du combienième restaurant? Du quantième restaurant? Elle arrive quand on ouvre Rive Gauche, on ouvre un restaurant Rive Gauche, parce que oui, nous on est un pur produit de la Rive Droite. Et donc, quand on se... Enfin, à un moment, quand il y a, il y avait je sais plus combien de pieds noirs dans le même kilomètre carré, on se dit, bon, peut-être qu'il faut qu'on sorte de notre kilomètre carré et qu'on aille voir de l'autre côté de la Seine. Et donc, on ouvre... Et ça marche à Montparnasse, et ça marche super bien. Et là, ça devient même notre deuxième meilleur pied noir. Ok. Et là, on se dit, bon, ça marche Rive Gauche, est-ce que ça marche encore plus loin? Tu vois, nous, est-ce que vous aviez peur que les gens n'aient pas le pouvoir d'achat? Mais non, au final, ça reste 20 balles en région ou à... Ouais, pourquoi c'était que Paris au début? Oh, bah, par simplicité. Parce que vous étiez là et que vous aviez envie d'être hands-on. Est-ce que... Ah, je voulais te poser cette... Allez, c'est ma dernière question là-dessus. Vas-y. Bernard Arnault, je crois que tous les dimanches, il passe dans ses magasins Galeries Lafayette. Oui, c'est incroyable. Est-ce que tu passes souvent dans tes restos? Peut-être pas les 14, mais... Alors, pas les 14, mais oui, je passe souvent. Je mange pieds noirs toutes les semaines. T'en as pas marre? Non. Ok. Bon, spoiler, tu vas goûter un nouveau burger tout à l'heure. Exactement. J'ai hâte d'avoir le retour. Est-ce que tu vas le recommander? Bah, on verra. On verra. Est-ce qu'il va rester à la carte? Vous regarderez. Voilà. Donc, c'est un burger, c'est un smash burger de poulet. C'est ça, exactement. Mais hyper intéressant. Je te pose mes dernières questions du tac au tac parce que et toi et Jade doivent filer. Question très rapide, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse au quotidien? Oh, 12. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche au quotidien? 12. Sur une échelle de 1 à 10, ouais, t'as trop d'enthousiasme. Attends, c'est pas fini. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job de CEO, d'entrepreneur, entrepreneuse, t'apporte du sens au quotidien, dans ta vie? Voilà, là, c'est un... Ouais. Tu me poses cette question le lendemain de notre soirée de Noël. Donc là, je vais dire 28, tu vois. Trop stylé, vraiment. De 1 à 10, elle me dit 12, 12, 28, quoi. Je vois que t'aimes pas les règles. les consignes, tu les challenges. Dernière question, sur une échelle de 1 à 10. À quel point ce quotidien d'entrepreneur te demande de l'effort ou est difficile et t'es énergivore? C'est... Là, je dirais 10. Attends, dans quel sens? Attends, c'est... Ça te demande quand même beaucoup d'efforts? Oui, voilà, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Et c'est, tu vois, tu remplis ta jauge pour la vider, tu la re-remplis pour la vider. C'est vraiment ça, quoi. Comment tu fais juste pour remplir cette jauge quand t'as besoin d'énergie? T'as un truc comme ça à nous partager? Ouais. Évidemment, il y a l'hygiène de vie, tout ça. Mais moi, chez moi, ce qui marche, c'est de passer du temps avec le staff. Moi, c'est vraiment ça qui me... Tu vois, quand je les vois super contents d'avoir envoyé c'est ça qui m'énergise et qui me fait dire bon, allez, je vais aller voir le banquier, je vais aller faire ci, je vais faire ça, en me disant que ça permet à d'autres gens d'en vivre et de construire leur vie et de kiffer leur taf et tout. C'est ça ton plus grand kiff, de faire vivre 200 personnes aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est ça. It's a wrap. Un grand merci, Graphie. J'espère que tu as pris du plaisir. C'était top. Bon, merci beaucoup d'être venu. Vous savez pas, hein, mais j'ai dû la convaincre un petit peu. Non, je rigole. On a fait un call très rapide. Après, je t'ai balancé des podcasts. Après, tu m'as dit, OK, c'est good, on peut le faire. Donc, trop cool. Merci. LinkedIn est un très puissant réseau. Facebook aussi, apparemment. Jadis. Jadis. Pour les boomers. Bon, un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent. Voilà. Merde, et surtout, un pas après l'autre. Et ayez confiance et continuez. Et si vous avez faim,
allez manger des burgers chez Dumbo. Et là, elle va me détester. Non, mais je rigole. Allez voir Graphie chez PNY. Et si vous la voyez et que vous la reconnaissez, faites-lui un coucou suite à ce podcast. Allez. Un grand merci, Graphie. Ça va, c'est pas grave si je terminais avec ça. Mais non, arrête. C'était drôle. C'était très drôle. T'as vu, j'ai ri. Ciao, ciao. Bonne écoute, bonne journée. Et surtout, à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas ? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.